retourne en Belgique. On était avec une collègue belge tout à l'heure. Floriane Rousseau. Bonjour Floriane. Bonjour. Vous allez nous parler de réalité virtuelle dans la gestion de l'anxiété. Eric en a un petit peu parlé de cette réalité virtuelle justement pour nous dire que ça avait été présenté hier et vous allez rentrer dans le détail de la gestion donc, de l'anxiété et de la douleur dans un domaine particulier qui est la chirurgie cardiaque. Oui, c'est ça. Donc, moi, je vais vous présenter la comparaison en fait de la réalité virtuelle avec l'hypnose et la combinaison des deux. Pour les patients, au départ, le sujet de ma thèse, c'était aux soins intensifs. Et pour cette étude en particulier, on a choisi de voir les patients qui avaient subi une chirurgie cardiaque et qui se retrouvent le lendemain de l'opération aux soins intensifs. Donc moi, je suis psychologue du travail de formation et je travaille au laboratoire d'ergonomie de l'Université de Liège et au Sensation and Perception Group avec Audrey Van Oudenhuis et Anne-Sophie Nissen. Donc nous, on étudie les états modifiés de conscience sous différentes formes. Pour cette étude-ci en particulier, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. Ici, je vais vous présenter le contexte des soins intensifs et de la chirurgie. Donc, les unités de soins intensifs assurent la surveillance des patients dont la vie est menacée par une ou plusieurs défaillances de leurs fonctions vitales. Et ce qui se passe, c'est que les patients sont exposés en fait à de nombreuses situations stressantes, souvent douloureuses, et ils sont dans un environnement qui est accompagné de différentes machines et dans un environnement qui n'est pas du tout reposant pour améliorer leurs conditions psychologiques. Et donc, dans cet environnement où les soignants sont en demande, en fait, d'avoir plus de possibilités, plus d'outils non médicamenteux pour permettre aux patients de diminuer leur stress, leur douleur, d'améliorer les conditions de sommeil et surtout de diminuer aussi l'état confusionnel qui peut subvenir à la suite de cette hospitalisation. Nous, on va proposer différentes techniques. En tout cas, on va tester différentes techniques pour voir s'il y en a une qui pourrait être meilleure que l'autre, une qui pourrait être plus adaptée. Donc, ici, on voit un patient qui a accepté de se faire prendre en photo dans sa chambre d'hôpital aux soins intensifs. Donc, je lui avais proposé de mettre la réalité virtuelle après son opération. On voit bien ici l'ouverture qui a été faite au niveau du thorax. Et ce que la réalité virtuelle permet, en fait, c'est que pendant quelques minutes, la personne n'est plus dans la chambre, mais elle a la place de voir tous ces câbles et tout cet environnement stressant, de voir un paysage comme celui-ci, qui a été créé par une société belge qui s'appelle Onconfort, avec laquelle on collabore. Et donc ici, il s'agit d'un paysage en 360 degrés. C'est un environnement virtuel qui est passif, donc la personne n'a pas le choix de ce qu'elle peut faire dedans. Elle est en fait assise sur une chaise virtuelle et elle peut tourner la tête de gauche à droite et voir tout l'environnement autour d'elle, au bord d'un lac, au pied d'une montagne. Et cet environnement a été créé d'abord en tant que tel avec simplement des bruits de la nature, pour avoir un environnement sonore aussi, mais aussi en ajoutant une session d'hypnose. Donc, pour notre étude ici, on a vu 100 patients en chirurgie cardiaque. Forcément, ce n'est pas une étude ni en double aveugle, ni en simple aveugle, étant donné que j'étais au courant de ce que j'allais leur proposer et eux aussi. Ils ont été randomisés en 4 groupes. Donc, le groupe contrôle, eux, n'ont rien eu du tout comme intervention. Simplement, je leur posais les questions de douleur, d'anxiété avant et après 20 minutes. Au niveau du groupe hypnose, c'est une hypnose qui a été enregistrée au préalable. Et donc, elle a été diffusée via un casque audio. C'est une hypnose qui a été réalisée par le professeur Fémonville à l'Université de Liège. Pour la réalité virtuelle, ici, c'était juste des bruits de la nature avec l'environnement que je vous ai montré. Et pour la réalité virtuelle hypnose, on a combiné les deux pendant une session de 20 minutes. On se demande si une des techniques pourrait aider les patients. Comment ça s'est passé? Donc moi, je suis allée voir les patients le jour avant l'opération.
et je leur ai posé des questions sur leur niveau d'anxiété, de douleur, de fatigue, et j'ai pris les paramètres hémodynamiques. Ensuite, on avait la session de 20 minutes et puis je leur reposais les mêmes questions. Et là, je leur posais un peu plus de questions sur leur ressenti, sur comment ils ont été, comment ils ont trouvé l'environnement, quel a été leur niveau d'absorption dans l'environnement. Puis 24 heures plus tard, on avait l'opération et je suis revenue le lendemain aux soins intensifs et je leur posais exactement les mêmes questions. Alors, au niveau des résultats sur l'efficacité des techniques, on voit qu'au niveau de l'anxiété, donc ici, par rapport au schéma, le T0 correspond au premier jour où je les ai vus en préopératoire. Et le T1, c'est 20 minutes après, donc juste après avoir utilisé la réalité virtuelle ou l'hypnose. On voit une petite diminution au niveau du graphique. Néanmoins, au niveau des statistiques, on ne peut pas dire qu'il y ait une diminution de l'anxiété, quelle que soit la technique. Donc, en fait, tous les groupes évoluent de la même façon, même le groupe contrôle. Notre objectif de diminuer l'anxiété en préopératoire et d'éviter du coup certaines complications en post-opératoire n'a pas vraiment été atteint ici au vu de ces résultats. Ensuite, on voit la chirurgie et le lendemain de l'opération, donc au T2, où on voit que l'anxiété est plus ou moins stable dans tous les groupes, même si on a quelques variations. Mais ici, les variations, elles vont de 2 à 5,5 sur 10. Et au niveau de la variabilité des sujets, on ne peut pas conclure qu'il y ait une technique qui permette de diminuer l'anxiété plus qu'une autre technique. Au niveau de la douleur, c'est le même schéma, mais on voit beaucoup plus l'évolution des groupes, une évolution qui est très, très homogène en fait, où forcément en préopératoire, on a très, très peu de douleur. Et puis après la chirurgie, il y a une différence significative de l'augmentation de la douleur chez les patients. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait une technique qui permette de diminuer la douleur, alors que je posais la question vraiment juste après l'avoir utilisée. Ça, c'est pour les résultats sur nos variables principales. Ensuite, on a mesuré d'autres variables et on voit que pour la fatigue, le niveau de relaxation et pour les paramètres hémodynamiques, donc fréquence cardiaque, pression artérielle, saturation en oxygène et fréquence respiratoire, on n'a pas non plus une différence entre les groupes. Ceci dit, au niveau des variables hémodynamiques, j'ai entendu dans plusieurs présentations que ce serait vraiment intéressant de les prendre plus en compte dans de futures études. Oui, je pense que c'est vrai. Maintenant, les études qui les ont prises en compte ne montrent pas non plus de grandes différences. Je pense notamment à une étude qui a été réalisée dans un laboratoire en Floride où ils utilisent, eux, la méditation combinée avec la réalité virtuelle et ils voient une diminution de l'anxiété s'ils utilisent la réalité virtuelle pendant une semaine. Donc après une semaine, on commence à voir une différence. Et par contre, il n'y a vraiment aucun résultat sur les paramètres physiologiques, ce qui est un peu dommage parce que c'est ça qui donnait un côté plus objectif aux résultats. Alors, on a aussi certains résultats sur les perceptions des patients en réalité virtuelle ou en hypnose. Donc, moi, ce que j'ai pris, ce sont des concepts théoriques et qui ont été étudiés dans la littérature, qui sont à la fois inhérents à l'hypnose et d'autres à la réalité virtuelle. Et j'ai posé les questions pour les deux techniques. Alors, ce que j'ai posé comme question, j'ai demandé s'ils ont ressenti des sensations agréables pendant la session, tout simplement. Mais j'ai demandé s'ils ont ressenti les sensations qui avaient été suggérées pendant la session. Et on voit que au niveau des sensations, on n'a pas de différence entre les groupes. Au niveau du réalisme, là, c'est vraiment quelle était la cohérence, comment vous êtes-vous senti par rapport. Est-ce que tout était bien cohérent dans les suggestions et dans l'environnement qui était proposé? Ici aussi, on n'a pas du tout de résultats qui puissent nous permettre de les différencier. Au niveau des sensations physiques, ce n'est pas significatif. Néanmoins, il y a quand même
toute petite tendance de la réalité virtuelle seule les patients qui étaient dans ce groupe-là ont eu plus de sensations physiques corporelles que les autres. Donc, il y aurait peut-être là quelque chose à aller chercher dans de futures études, voir si effectivement il y a un phénomène de dissociation qui se fait beaucoup plus en hypnose et dans l'outil combiné. Et au niveau de la présence, qui est un des concepts principaux de la réalité virtuelle, on ne voit pas non plus de différence notoire entre les groupes. Donc, ça montre d'un côté que tous ces concepts qui, à la base, sont étudiés pour la réalité virtuelle et pas nécessairement pour l'hypnose, donc je pense au sentiment de présence, par exemple, peuvent être étudiés dans les deux techniques. Et ça montre aussi qu'il y a quand même de fortes similarités entre les concepts de l'hypnose et de la réalité virtuelle, et qu'il serait intéressant de voir dans quelle mesure les définitions qu'on donne aux concepts en réalité virtuelle seraient identiques ou similaires à celles qu'on donne en hypnose. Ensuite, on voit ici, ce sont plutôt les concepts qui sont, eux, étudiés pour l'hypnose, en tout cas dans la littérature, le niveau d'absorption. Donc, on demande aux patients à quel point ils ont été absorbés par les suggestions, par l'environnement qui avait été proposé. Et là, on a une différence significative entre l'hypnose et l'hypnose en réalité virtuelle. Donc, on voit une meilleure absorption dans l'environnement quand on ajoute la réalité virtuelle. Néanmoins, pour le niveau de dissociation, où on demande aux patients à quel point ils ont été dissociés de leur chambre d'hôpital, à quel point ils ont été dans d'autres pensées que dans l'ici et maintenant, alors à ce moment-là, on n'a pas de différence significative. Donc, même les patients qui étaient en hypnose étaient relativement dissociés et ont pu penser à autre chose que leur hospitalisation. Alors, moi, étant psychologue du travail, ce qui m'intéressait énormément, c'est surtout comment faire pour implémenter ces techniques. Donc, on a vraiment trois résultats différents par rapport aux techniques. Et pour ça, j'ai pris en compte d'autres observations que j'ai faites pendant cette étude-là. Donc, on a les résultats par rapport à l'efficacité, par rapport aux perceptions, mais aussi par rapport à plus la praticité, si je peux dire ça comme ça, de l'outil. Est-ce que les patients étaient motivés pour utiliser l'outil? Est-ce que les soignants, eux, acceptaient qu'on vienne dans les services proposer ce genre d'outils? Il y avait des facilités et certains inconvénients à l'utilisation. Au niveau des facilités, j'aimerais mettre en avant le fait que 25% des patients sur les 100 que j'ai vus utilisent déjà les techniques non médicamenteuses par eux-mêmes ou parce que ça avait été conseillé par un médecin. Et donc, la plupart utilisent déjà le yoga, l'hypnose, la méditation, la pleine conscience. Et au niveau des 75 autres qui n'utilisent pas, on va dire, des outils qui ont été présentés ici pendant le congrès, eux utilisent d'autres stratégies de coping, comme par exemple les prières, la lecture, la famille présente, c'est vraiment quelque chose qui peut diminuer fortement l'anxiété, téléphoner un ami, etc. Et chaque patient avait déjà sa propre stratégie avant que je vienne en proposer une différente. Donc ça a quand même augmenté le nombre de patients qui acceptaient de participer à l'étude parce qu'ils connaissaient déjà ce genre de technique. Au niveau des familles présentes dans les chambres, donc quand je venais juste avant l'opération, une des questions qui était posée, c'est comment est-ce qu'on va faire étant donné que les familles peuvent être présentes? Est-ce qu'elles doivent rester dans la pièce et du coup, il y aurait forcément plus de bruit, il y aurait des dialogues entre eux, et alors ça pourrait diminuer l'immersion en réalité virtuelle, ou est-ce qu'on leur demande de sortir, ou est-ce que je vais à un moment où la personne est vraiment seule? C'était une question qui était posée. Et en fait, j'ai un peu, entre guillemets, testé plusieurs possibilités. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les familles, c'est vraiment une aide. Donc, c'est vraiment une aide par rapport
à la motivation du patient à utiliser la technique et impliquer les familles et leur présenter l'outil et leur montrer ce qu'ils vont pouvoir faire avec et les résultats qu'on aurait éventuellement déjà eus. Ça améliore la motivation du patient à utiliser la technique. Au niveau plus de l'information donnée aux patients, j'avais presque 100% de refus quand je venais avant l'anesthésiste. Donc, quand l'anesthésiste n'était pas encore arrivé pour donner les informations nécessaires à l'opération, les patients ne voulaient rien entendre de la réalité virtuelle ni de l'hypnose. C'était pas du tout leur priorité. Et donc, du coup, je suis venue après. Et à ce moment-là, ça a beaucoup mieux fonctionné. Donc, le moment où on utilise la technique pendant l'hospitalisation est vraiment super importante. Et je pense l'information qu'on donne aux patients au préalable est aussi très importante. Si l'anesthésiste parlait de l'étude, ça motivait encore plus les patients. Donc, les patients sont aussi motivés par le fait qu'on les suive avant et après l'opération. Et 76% des patients étaient satisfaits, malgré qu'on n'a pas nécessairement vu au niveau statistique des résultats. Les inconvénients, c'est plutôt tout ce qui est interruption dans la chambre, les bruits, les repas, la famille qui parle autour, le téléphone. Il y a 18% des patients qui n'ont pas apprécié la technique qui a été proposée. Néanmoins, ils étaient toujours d'accord de continuer l'étude parce que ça les rassurait d'avoir quelqu'un qui les suive avant et après leur opération. Donc, j'ai quand même pu en voir certains. Il y a pas mal de bugs au niveau de la réalité virtuelle. Dans la plupart des études, on dit que c'est un outil qui est très facile à utiliser. Je suis d'accord, mais d'un autre côté, ça peut aussi provoquer un certain stress quand ça fonctionne pas et qu'il faut recharger l'outil parce qu'il y a des bugs, parce que il y a toute une série de choses qui font qu'on doit recommencer et le patient, ça l'énerve. Donc, il faut quand même aussi qu'on mette ça en avant. Et puis, au niveau des soins intensifs, il y a beaucoup de patients qui avaient eu des complications, trop de fatigue ou trop de douleur est un facteur qui ne leur donne pas envie de continuer l'étude. J'ai aussi posé la question aux infirmiers aux soins intensifs et je leur ai demandé à quels critères les outils devraient répondre selon eux pour qu'ils puissent eux-mêmes l'utiliser dans leurs soins quotidiens. Et là, on voit que, je vais boire un petit coup. Et là, on voit que on a différentes réponses. Donc, les outils doivent répondre à un constat d'efficacité, ce qu'on n'a pas montré dans notre étude, mais qui a été montré dans beaucoup d'études au niveau de la douleur aiguë, aux besoins des patients. Donc là, les soignants se demandent, étant donné qu'on est dans un environnement qui est très complexe, où il y a énormément de variables psychologiques qui rentrent en jeu, sur quoi intervenir et avec quel outil. Et surtout, leurs besoins, ça devrait être un moyen de construire la relation et pas une tâche administrative supplémentaire qui prendrait du temps sur la communication interpersonnelle. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était important. Et du coup, j'en viens à un outil qui doit répondre à une réalité de terrain, qui doit être adapté, cohérent par rapport à l'objectif visé, qui amène une cohésion d'équipe. Donc, tout le monde doit l'utiliser de la même façon et pouvoir en débattre par après ou en discuter par après. Et être utilisé par un psychologue qui a un rôle dans l'équipe. Ça, c'était un facteur qui avait été souvent cité. Et puis, enfin, un critère de praticité qui demande peu de temps, qui est accessible, facile d'utilisation, qui est intégré dans une routine de travail précise avec des protocoles précis aux soins intensifs. Les infirmiers et infirmières, leur plus grande peur, c'est de perdre la perception de contrôle par rapport aux soins donnés aux patients. Et quand, avec quel patient, pour quel résultat, pardon. Et là, on voit la nécessité d'établir des guidelines pour l'utilisation de la réalité virtuelle adaptée au contexte dans lequel on l'utilise. Au niveau donc je vais faire un petit résumé. J'ai repris ici le schéma qui était sur le site, qui est très clair. Et donc, au niveau de la recherche, ce qu'on voit, c'est que les mécanismes psychologiques en hypnose et en réalité virtuelle sont similaires. Est-ce que ça fonctionne de la même façon? C'est une étude qu'on est en train de réaliser pour le moment avec des sujets
avec des sujets sains et on espère pouvoir intégrer l'électroencéphalogramme pour mesurer l'activité électrique du cerveau avec ces deux techniques. On aimerait aussi comparer ces techniques dans d'autres contextes. Au niveau clinique, ici, on se pose la question de est-ce qu'une technique qui est standardisée pour tout le monde, d'avoir un film de réalité virtuelle pour tous les patients, est-ce que c'est quelque chose qui est plus efficace que l'adaptation du psychologue finalement, ou du psychologue formé à l'hypnose, qui pourrait s'adapter à ce dont le patient a besoin. On voit aussi que la relation thérapeutique est essentielle dans l'utilisation de ces techniques et il faudrait arriver à des guidelines pour déterminer quelle technique utiliser avec quel type de patient et dans quels soins. Et enfin, pour implémenter les techniques, il est nécessaire de mesurer ou de poser la question sur la motivation des patients et des soignants. On se demande aussi si la réalité virtuelle, tant que maintenant, est de bonne qualité. Je pense que j'en ai vu quelques-unes et je pense qu'il y a moyen d'améliorer la qualité, d'autant plus que c'est une réalité virtuelle qui est passive et qui demande du coup uniquement une attention visuelle accrue, on va dire, par rapport à un jeu où là, on est vraiment plus actif et finalement, la qualité d'image est peut-être moins importante. Le contexte est essentiel, donc la plupart des firmes de réalité virtuelle simplement créent leur environnement virtuel sans prendre en compte l'endroit où il va être utilisé. Il doit être inscrit dans une routine d'utilisation dans le travail. Et toujours cette histoire de guidelines qui devrait être établie pour utiliser cet outil, qui peut aussi amener des effets secondaires, des nausées, et qui ne doit pas être utilisé avec n'importe qui et dans n'importe quel contexte. Voilà. Donc ici, au niveau de nos études, on n'a pas pu prouver qu'il y avait une efficacité des techniques, en tout cas avec les patients en chirurgie cardiaque. On n'a pas pu montrer que la réalité virtuelle combinée à l'hypnose était meilleure que l'hypnose seule. Maintenant, on a pu montrer qu'il y a une demande de la part des soignants, une vraie motivation de leur part, si l'outil répond aux besoins du contexte. Il y a une implémentation qui est possible et qui d'ailleurs a déjà été mise en place ici au CHU. Et la relation thérapeutique est très importante. J'aimerais quand même aussi évoquer le fait qu'aux soins intensifs, il y a énormément déjà de matériel et de technologie et il faut faire attention que tout cet environnement technologique ne diminue pas notre communication interpersonnelle puisque c'est quand même un facteur de réduction du stress qui est hyper important. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Floriane, merci d'avoir respecté le temps et de souligner justement que ça ne doit pas être au détriment d'eux et que la technologie, ça doit être probablement pour favoriser, dégager du temps, dégager de l'humain. En tout cas, ce n'est pas un jeu à somme nulle, c'est probablement un jeu à somme variable. On a vu la difficulté aussi de l'évaluation qualitative. Hein, tu l'as bien montré quand tu disais que ce n'est pas une étude en double aveugle. Hein, il y a des gens qui pensent que la seule religion, la seule méthodologie, c'est le double aveugle. Ben non, il y a probablement autre chose. Et puis l'autre remarque importante, c'est, tu disais 75 patients, pour reprendre, ou 75 patients, des patients connaissaient une autre intervention non médicamenteuse, la famille, la lecture, la prière, et plus les 25% qui connaissaient la réalité virtuelle, ce qui veut dire que 100% des patients, finalement, sont assez demandeurs et plébiscites. Et je reboucle avec ce que disait Jacques Kopferschmidt avant, c'est-à-dire que c'est eux qui vont peut-être être moteurs pour pouvoir pousser les portes et changer les pratiques. Deux questions qui nous viennent de Facebook ou du live. Avez-vous des informations? Quelles étaient les raisons pour lesquelles les 18% des participants n'ont pas aimé l'expérience de votre technique? On peut y répondre, allez-y. Alors, la plupart n'ont pas aimé parce que justement la qualité de l'outil, ça pour la réalité virtuelle, n'était pas optimale. Il y avait quand même, c'est fort pixelisé en fait. Certains n'ont pas du tout fait attention à ça et se sont tout de suite mis dans l'environnement sans problème. Et d'autres, ça les a vraiment dérangés. Les patients qui ont des lunettes, en général, ça fonctionne, mais il y en a certains que ça gêne aussi. Ceux qui sont sujets à des migraines, ceux qui ont déjà des nausées, ce genre de patients vont moins apprécier la réalité virtuelle, peut-être plus l'hypnose.
Il y en a qui n'ont pas aimé l'hypnose non plus, ils n'ont pas du tout aimé la voix. Parfois, c'était des patients qui étaient très nerveux et le fait qu'on leur parle doucement, ils n'ont pas du tout apprécié. Donc voilà, c'était plutôt ici, quand ils n'ont pas aimé la technique, c'était vraiment sur un critère précis. Chacun avait son critère pour me dire, bah non, en fait, ça me convient pas du tout. Je préfère reprendre mon bouquin, je préfère téléphoner à ma maman, à mon ami. Voilà. Donc, chacun avait sa technique pour diminuer le stress. Et parfois, les techniques qu'on propose ne sont pas adaptées à la personne. Et sur ces problèmes ophtalmologiques, ça veut dire que l'âge serait peut-être une limite à l'utilisation de ces lunettes virtuelles? Alors non, je pensais que les sujets plus âgés apprécieraient moins, mais en fait, ils adorent. Donc ça, c'est une observation que j'ai pu faire parce qu'ils n'ont jamais testé la réalité virtuelle. Et par contre, les sujets qui sont plus jeunes et qui ont l'habitude des écrans et des jeux où la qualité d'image, la qualité du son et l'environnement des jeux auxquels ils jouent tous les jours est excellente, alors eux apprécient beaucoup moins la réalité virtuelle qu'on leur propose tant que maintenant. Ou en tout cas, il faut leur proposer vraiment une technologie au top parce que sinon, ils ne trouvent Ouais, pas ça très qualitatif et ils sont voilà, un c'est ça. peu déçus. Deuxième question, ces données qualitatives sont issues d'entretiens avec les professionnels, Mhm. point d'interrogation, de notes prises durant l'étude. Elles sont très intéressantes, ça c'était la remarque. Mais c'est quoi? C'est des entretiens? Comment vous avez conduit? Quelle est la méthodologie? C'était au départ, je voulais faire des entretiens individuels, mais en fait, les personnes, les soignants étaient tellement intéressés par ce qu'on était en train de faire ils venaient tous dans la pièce. Donc finalement, on a fait des focus group. Donc on a un peu modifié cette partie de la méthode. Donc j'ai fait des focus group avec eux. Je leur ai posé les questions que j'aurais posées en individuel, et il y avait vraiment toute une dynamique qui s'est installée autour de ces questions des techniques non médicamenteuses. Avec quels sont nos critères à nous, de quoi on a besoin dans notre travail, avec de quoi nos patients ont besoin. On les connaît, on sait là où sont les difficultés, et là où en tant qu'infirmière, elles n'ont pas nécessairement eu la formation pour aider les patients au niveau psychologique. C'est quelque chose qui leur manque énormément. Et donc, ces données qualitatives sont vraiment ici, c'est un gros résumé de tout ce qu'on a pu avoir comme information au niveau des focus group. Et ce sont aussi des groupes qui ont porté leurs fruits, puisque les infirmières, après, ont créé elles-mêmes un groupe de travail sur les techniques non médicamenteuses et sur les moyens de diminuer l'état confusionnel aigu avec leurs propres outils à elles, donc sans être dépendantes ni de la réalité virtuelle, ni de l'hypnose, ni de la musique, mais avec ce qu'elles avaient. Donc ça passe par être bien sûr d'éteindre toutes les lumières, être bien sûr que les bruits soient diminués, ce genre de choses. Donc elles ont vraiment pris les choses en main par rapport à ça par la suite. J'imagine qu'elles ont testé la réalité virtuelle aussi et les lunettes. Comme vous êtes psychologue du travail, j'ai cru que vous alliez à un moment donné nous dire, bah, comme je suis psychologue du travail, je me suis occupé aussi des soignants pour la diminution du stress, etc. Ça pourrait avoir sa place aussi avec les soignants et pourquoi pas sur un partage d'activités d'ailleurs avec les patients, hein, à partir de la réalité virtuelle. Oui, c'est vrai, tout à fait. Il y a une demande de leur part d'avoir des outils pour diminuer leur stress à eux, bien sûr, surtout aux soins intensifs. C'est quelque chose qu'on aimerait bien mettre en place par la suite, qui n'a pas encore été mis en place pour le moment, mais qui est en cours. On a beaucoup d'études en cours là-bas. Et question, la réalité virtuelle reste quand même chère comme intervention, quid du financement? Mais ici, le financement, il a été... moi, je suis financée avec une bourse de l'université pour cette recherche, donc on a pu acheter le matériel grâce à cette bourse. Maintenant, c'est vrai que dans un service hospitalier, bah, il faut faire une demande aux, aux autorités compétentes et du coup avoir des preuves d'efficacité que cet outil sera utile pour ce type de patient. Ici, nous, on a prêté des casques au service pour qu'ils puissent l'utiliser. Ils le font notamment au brûlé pendant les soins. Ça fonctionne assez bien. Donc voilà, ça dépend un peu du budget de l'hôpital, j'ai envie de dire. Et, C'est puis, quoi le coût de ces lunettes là, pour nous donner une idée?
Ici, les lunettes, il y a un téléphone qui est intégré dans les lunettes pour avoir l'application. Et du coup, le téléphone, il est aux alentours de 600 €. Et puis, les lunettes en elles-mêmes, je vous avoue que je ne sais pas très bien le prix, mais si on a si c'est avec une firme, ici, on est aux alentours de 2 500, 3 000 € par an pour avoir les modules qui sont proposés. Les modules d'hypnose avec. Voilà. Merci beaucoup et merci d'avoir tenu le temps. Il est 16h29, donc c'est parfait. Et quand vous dites il va falloir prouver l'efficacité, donc il faut aller encore plus loin dans vos recherches pour montrer qu'il y a une différence finalement entre la réalité virtuelle et l'hypnose simple, parce que sinon on va vous dire l'hypnose finalement ça coûte zéro, il n'y a pas d'investissement matériel. Voilà. Mais ça peut-être que ça va être ça le résultat, on ne sait pas. Hein. Donc il faut pousser un peu.